tout petit peu dire... D'abord, je suis délégué diocésain à l'écologie depuis 2015, et il se trouve que le cardinal Barbarin a voulu ça autour de la création de la chaire Jean Bastère à l'université, qui s'occupe de cette perspective chrétienne de l'écologie, à laquelle j'appartiens. Et puis, avant la COP21, et aussi la mouvance, c'est la sortie de l'encyclique du pape Louis Sotu. Et je suis délégué donc diocésain à l'écologie, en référence, pourquoi d'ailleurs? Parce que je suis aussi docteur en biologie. Et en biodiversité, environnement, voilà, et système intégré. Donc ce qui fait que ça a un lien aussi avec mes études, ma recherche, et puis mes compétences aussi. Parce que de fait, peut-être qu'il est bon de rappeler quand même que l'écologie, j'en parlais au frère tout à l'heure, l'écologie est d'abord une branche de la biologie. C'est pas... et aujourd'hui, on se retrouve dans un monde assez complexe, où les opinions croisent des expertises, etc. On a l'impression que tout est mélangé. C'est comme pour la diététique. Chacun a son mot à dire sur l'écologie, mais c'est d'abord une science. Il faut d'abord l'étudier un peu avant de dire n'importe quoi. Ça évite des déconvenus, et puis je pense aussi que ça clarifie aussi un certain nombre de choses. Voilà. Fort de cela, avec mon équipe, donc, on a eu l'idée très rapidement de faire des propositions concrètes, un peu le sens de ma mission d'ailleurs pour les paroisses, et de sortir un petit livret, dont je vais faire la pub aujourd'hui, avec un vadémécum. Nous venons de relancer la 3e édition. Ça veut dire qu'il y a 2000 plaquettes qui sont déjà parties. Donc depuis moins d'un an. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'intérêt quand même. Je ne sais pas ce qu'ils en font les gens, aussi dans les paroisses pour des choses concrètes. Mais voilà. Alors ce vadémécum, en fait, je vais vous le commenter cet après-midi, tout simplement. D'autant plus que c'est moi qui ai pratiquement tout écrit, en plus de ce que dit le pape. Absolument, voilà. Bref, manque de modestie, tant pis. Alors, il se trouve que dans ce vadémécum, il y a tout d'abord, dans la première page, quelques citations du pape, de son encyclique, bien sûr, pour montrer qu'on s'enracine dans ce qu'il a dit. Bien sûr, on a surfé sur son dynamisme aussi, et ce qu'il a voulu dans cette encyclique. Et en rappelant ensuite qu'une paroisse verte, eh bien, pourquoi dire une paroisse verte? Parce qu'il est important de se sentir concerné. C'est évident qu'on ne fait pas les choses s'il faut les faire de force ou parce qu'il y a un gendarme qui va nous seriner ensuite. Il faut comprendre le sens. Et de fait, pourquoi les paroisses sont concernées aussi pour l'environnement, pour la préservation de la maison commune? Eh bien parce qu'une paroisse, physiquement, elle occupe des bâtiments, comme ici. Parfois, il y a un espace vert, comme le jardin de Saint-Augustin. Qu'une paroisse avec des gens qui vont nécessairement consommer de l'énergie, d'une façon ou d'une autre, pour l'eau chaude, pour le chauffage, l'électricité, par exemple. Et que, d'une certaine façon, même en ville, une paroisse est impliquée aussi, dans son ordre, bien sûr, à son échelle, à aider, à favoriser, à sauvegarder la biodiversité. Diversité parce qu'il y a une faune et une flore aussi en ville, qu'on ne voit pas toujours, mais qui existent. Les abeilles, par exemple, les faucons pèlerins qui s'arrêtent sur quelques clochers, et ainsi de suite. Quand on a compris ça, et vous multipliez bien sûr par le nombre de personnes et la grandeur d'une paroisse, ainsi de suite, il est aussi important pour nous chrétiens de ne pas simplement se dire l'écologie, c'est à la mode, donc nous aussi on va s'engouffrer dans la brèche pour surfer sur la vague, mais de comprendre, comme le pape nous le dit, que l'air de rien, cette écologie nous fait réfléchir à nos fondamentaux chrétiens. Et quand on est chrétien, on croit en un Dieu d'amour qui est Père, Fils et Saint-Esprit, c'est-à-dire, selon une définition très théologique, 3 relations subsistantes. À partir de là, tout ce que Dieu a créé, eh bien, ce sont des êtres relationnels, qui ne vivent qu'en interdépendance les uns avec les autres. Donc, dans une galaxie, les étoiles, les planètes, tout ce que vous voulez, tout vit en relation les uns avec les autres, les créatures les unes avec les autres. Et l'être humain, dans cette belle création, est lui-même un être relationnel, comme personne humaine, une bonne définition de la personne d'ailleurs, et en relation aussi avec les créatures non humaines. C'est une évidence, mais en remontant à la source qui est la très sainte Trinité, vous voyez un petit peu ce qu'on arrive à dire. Or, l'écologie est la science des relations. L'écologie, c'est la science des relations des êtres vivants entre eux et avec leur milieu. Entre eux, au sein d'une population, à l'époque de la reproduction, vous savez ce que ça veut dire aussi, par exemple, mais aussi quand si on était une mère louve, on s'occuperait de ses petits, etc. Et puis en relation avec les autres créatures, parce que le loup a besoin de manger un petit peu, donc il faut aussi qu'il se nourrisse, etc. Même si certains éleveurs vous se mettent un peu aujourd'hui, mais bon, voilà, et ainsi de suite. Et nous-mêmes, nous sommes en relation.
nous sommes en relation les uns avec les autres, et on sait d'ailleurs combien c'est douloureux et dramatique quand les êtres humains ont moins de relations saines les uns avec les autres, manque d'amour, etc., évidemment, solitude, mais aussi avec les autres créatures. Et c'est vital, et c'est Dieu qui l'a voulu. Nous sommes à l'interdépendance avec les animaux ou les plantes que nous mangeons. Je n'entre pas dans le débat vegan, pour attention. Mais je veux dire que pour se nourrir, pour vivre, pour la vie de notre corps, il faut manger. Et l'air de rien, manger, ça ne pousse pas dans les supermarchés, la nourriture. Elle vient de producteurs, elle vient de la terre. Ce sont des végétaux qui nous nourrissent ou qui nourrissent les animaux, etc., que l'on mange ensuite. Nous respirons un air commun aussi sur cette terre. Donc c'est évident que si, par exemple, personne sur cette terre sont concernés par l'augmentation dramatique du gaz carbonique et des gaz à effet de serre, ça n'arrête pas de tomber. Voilà. Eh bien, un jour ou l'autre, on aura du mal à respirer. Et puis les effets de serre, c'est par définition des choses qui vont réchauffer aussi le climat. Donc l'air qu'on respire, c'est vital. Parce que voilà, on peut continuer longtemps à avoir un air aussi pollué aussi aujourd'hui, voilà, qui contient des gaz qu'il ne faudrait pas, en tout cas aux proportions qu'il ne faudrait pas. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, ça donne des dimensions très spirituelles, mais avec des conséquences tout à fait concrètes. Alors, c'est une façon admirable au début, avant de passer aux choses très concrètes, de reprendre justement notre propre foi chrétienne. À ce niveau-là, et c'est une chance. Contrairement à ce que dit de l'Arminien, et je me permets de le critiquer publiquement, tant pis pour lui, mais je crois qu'il a un travail de sape, malheureusement. Contrairement à ce qu'il dit, en fait, l'écologie n'est pas une récupération de la part du pape, pour être à la mode et pour le succès, mais c'est au contraire une occasion formidable de reprendre notre foi sous l'angle de cette interdépendance, justement, avec Dieu, avec les autres créatures, avec les autres êtres humains et avec soi-même, et puis de s'engager, nous aussi, de collaborer les uns avec les autres, même avec ceux qui sont en dehors de l'Église, pour un monde meilleur, tout simplement. Et ceci nous concerne directement comme chrétiens. Voilà. Alors, il faudrait développer, c'est fait, pages 4 et 5, du Vade-Mecum, il y a quelques citations. Si je vous lis les titres, par exemple, dans la pastorale de l'environnement, suite à l'encyclique, j'ai noté, j'ai voulu mettre en exergue, de faire redécouvrir aux chrétiens, donc, la dimension cosmologique de notre foi. Un peu maniaque, moi, mais ça n'arrête pas de tomber. Voilà. Bref. Peut-être que ça va aller. Voilà, merci. Ça me déconcentre, ça me réveille, c'est bien. Donc, faire redécouvrir la dimension cosmique de notre foi. Et oui. On s'est trop habitué depuis l'époque moderne, c'est-à-dire depuis disons, la fin du XVIe, début du XVIIe siècle, à considérer la foi comme étant liée au salut de l'âme et de l'âme individuelle, sans parler du corps d'ailleurs, comme si le corps n'était pas appelé lui-même à ressusciter, et en laissant un petit peu à la science, au monde séculier, le corps, les animaux, pour s'intéresser, nous, qu'à l'âme. Et dans l'âme, souvent aussi, qu'aux choses morales. C'est une grande dérive, ça. Or, notre foi a une dimension cosmique. Si on lit les pères de l'Église, sur les grands docteurs de l'Église, si on regarde du côté oriental, du côté des orthodoxes, c'est très présent. Le Christ est venu sauver l'univers entier. Ça commence par l'homme, la femme, et comme ils ont une place spéciale dans l'univers, c'est pour que tout l'univers remonte au Christ roi, c'est la fête d'aujourd'hui, justement à la mesure de notre sanctification, de notre offrande et du monde, dans notre prière et de la gestion du monde créé dans lequel nous avons été placés. Une place particulière d'être humain. Donc faire redécouvrir la dimension cosmique de notre foi, c'est très intéressant, je pense, fondamental. Alors, c'est toute la thématique du livre de la nature. Dieu a écrit 2 livres, la Bible, par la médiation, bien sûr, des êtres humains et du peuple hébreu, mais il a écrit aussi un premier livre, qui est le livre de la création. Très intéressant de reprendre cette perspective-là, de ne pas l'avoir oublié. Et le deuxième livre, en fait, va révéler le premier, l'éclairer, et inversement, le premier révèle le second, un peu comme la dialectique entre l'Ancien et le Nouveau Testament. La nature éclaire la révélation et la révélation éclaire la nature. Creuser tout ça. Ensuite, sensibiliser à la souffrance des pauvres, des petits producteurs de la terre. Alors ça, c'est dès le début de l'encyclique. Suite à François d'Assise, eh bien, le pape veut vraiment parler d'une écologie intégrale, c'est-à-dire qu'il fasse le lien, la synthèse entre une écologie humaine et une écologie environnementale. Et non pas reproduire les clivages pénibles, peut-être franco-français, je ne sais pas, de la droite et de la gauche. La droite s'occuperait de l'écologie humaine, la défense de la vie humaine, et la gauche s'occuperait de la défense de la vie sur Terre. Le problème, c'est que tout est lié.
Si les animaux disparaissent et les plantes, on crève. Donc c'est bien beau après de manifester pour la défense de la vie humaine, si on ne tient pas compte aussi que pour vivre, on a besoin aussi de la vie des autres créatures. Bon, après, inversement, si on veut défendre la vie sur Terre, il faut aussi penser à la vie humaine. Dans une dimension aussi, bien sûr, de faire attention à ce qui est petit, ce qui a tendance à être méprisé ou surexploité par le système. La surconsommation, par exemple, le mépris, l'arrogance des riches, et par rapport aux petits, bien sûr, enfin bon, on ne va pas faire un dessin là-dessus, mais c'est évident que nous sommes trop indifférents à ce que nous consommons, trop indifférents parce que nous ne voulons pas voir les liens de ce que nous faisons avec l'ensemble de la planète, et particulièrement des petits. Je veux dire, prenez vos téléphones portables, vos écrans, et bien vos écrans, ils ont fait le tour de la planète pour être constitués, c'est des choses qui ont été faites en Chine, machin, un truc à droite et à gauche, des circuits intégrés, je ne sais pas où, et puis vous avez des métaux rares, comme le pallium, etc., qui sont exploités dans la région des Grands Lacs africains, par exemple. Vous entravez les enfants de 12 ans, dont l'espérance de vie n'a pas dépassé 35 ans. Bon, c'est pas mon problème. Ah bon, faut voir tout ça. C'est un peu trop facile. De même aussi, si vous voulez consommer bio pour votre santé, très bien. Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même 820 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Une personne sur 9 sur Terre souffre de la faim. Alors, c'est bien de manger bio, je ne dis pas le contraire, mais n'oublions pas non plus qu'il y en a qui s'en foutent un peu pour l'instant de manger bio parce qu'ils crèvent de faim. Et pourquoi ils crèvent de faim? Parce qu'on maintient des systèmes où il n'y a pas suffisamment de partage entre le nord et le sud, parce qu'on ne paye pas assez les petits producteurs. Remarquez, au niveau local, c'est un peu la même chose. Il ne faut pas non plus se leurrer. Ou, par exemple, si vous vous intéressez un peu à la géopolitique, de savoir aussi que des grandes firmes, dont je ne citerai pas le nom, parce que je suis filmé, de grandes firmes, en fait, eh bien, se servent de Rwandais, en fait, de gens du Rwanda, de mercenaires rwandais, payés pour déstabiliser la région des Grands Lacs, et permettre ensuite une exploitation beaucoup plus facile des mines. Tout est lié. Tout est lié. Ensuite, point suivant. Apprendre à respecter et à défendre la vie sur Terre sous toutes ses formes. Je l'ai déjà un peu dit. Appeler un chemin de conversion, parce que l'air de rien, changer de paradigme de pensée, changer de modèle de pensée, surtout même comme nous, chrétiens, parce que ça fait 300 ans qu'on entend des choses très moralisatrices, très centrées sur... Ça s'est recroquevillé, notre foi s'est recroquevillé, pour différentes raisons d'ailleurs, mais il y a des raisons historiques, ça se comprend. Quoi qu'il en soit, c'est l'occasion de réouvrir notre foi, justement. Une dimension beaucoup plus universelle et cosmique, catholique, ça veut dire pour le tout quand même, universel, et un chemin de conversion qui n'est pas seulement pour les autres. Pas seulement pour les autres. Ce matin, ça m'a fait rire, prière universelle, je lis toujours ce que les gens ont composé, mais ça fait parfois un peu rire. J'espère que je ne souris pas trop, je ne vais pas me moquer d'eux, mais c'était en référence à la façon dont le Christ gouvernait en quelque sorte, et comment ça pouvait être un modèle pour nous. Alors, la prière, c'était vraiment pour les gouvernants du monde. Très bien, c'est important de prier pour eux, nous dit Saint Pierre. Mais on ne peut pas prier aussi pour nous en Église, non? Il n'y a jamais de problème de gouvernance. Bref, et pour nos familles. Bon. La conversion, elle n'est pas que pour les autres, elle est aussi pour nous. Elle est aussi pour nous. Le péché a rompu les relations vitales avec le Seigneur, avec nous-mêmes aussi, les autres, et la création. Donc là aussi, le chemin de conversion, il nous concerne aussi à notre mesure, et on est tous concernés par ça. C'est le cas d'ailleurs de rencontrer aussi les autres sur le même plan, si vous voulez, pas au-dessus, en quelque sorte. Et puis enfin, cette pastorale d'environnement, quelque chose de beaucoup plus positif, c'est fort de tout cela, va proposer un nouveau style de vie, une nouvelle façon d'exister sur cette terre, de vivre ensemble, de vivre avec les autres créatures, d'avoir d'autres priorités que la consommation, mais priorité sur le relationnel. Quand on connaît les pays émergents, comme on dit aujourd'hui, avec beaucoup d'euphémismes, eh bien on voit que la joie de vivre qu'ils ont est liée en fait au type de relation interpersonnelle, et pas à leur richesse matérielle. Et nous inversons les priorités totalement, même dans l'éducation de nos enfants, et de ce qu'on appelle la réussite. Voilà. Alors, c'est pas fini, mais après vous lirez la suite, parce que je passe en distribuera quelques exemplaires. Ça peut se manifester en fait au niveau paroissial, pastoral, dans 3 directions. Cette pastorale, annoncer l'évangile de la création, et pourquoi pas au sein d'une catéchèse renouvelée, tout ce que je viens de raconter. Prier et célébrer, avec le mois de la création, bénir la création naturelle, communier avec elle, etc. Avec les saints de la création, avec la grande tradition, un des moines, les moniales qui prient non seulement dans leur église, mais aussi à l'extérieur, dans un beau cadre naturel. Et puis agir pour la création, et c'est là que je vais commencer à lire le contenu fort de ce texte, de ce Vademecum, agir pour la création, puisque Dieu nous a donné une mission de cultiver, de garder le jardin de la création. Je dis en Genèse, même si le péché a abîmé les choses, il se trouve que cette mission première de l'être humain sur terre demeure, cultiver et garder
le jardin de la création. En tournant les pages de ce Valémécum, qui a voulu être pratique, on a proposé en fait des choses très concrètes, mais dans deux laps de temps en fait différents. Hein. D'abord sur un an, donc ça va concerner toutes les réalisations pratiques avec peu d'investissement, de temps, de matière, d'énergie, d'argent, si vous voulez. Hein. Et puis des réalisations sur 3 ans ou sur 5 ans, plus ambitieuses cette fois avec un autre type de financement, avec une autre pastorale. Bon, si jamais il y a un problème, vous levez la main, pas de souci. Bon. Alors, sur un an, donc c'est marqué un grand 1, ça c'est la com du diocèse, c'est bien fichu, hein. Puis un grand 3 après, sur 3 ans. Grand 1. Alors, ça a été fait en fait par petits postes d'attention, des points d'attention. Hein. Tout d'abord, comme dit Jésus, avant de construire une tour, il faut s'asseoir et regarder, bien sûr, faire un audit. Hein. Si on a les moyens, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on fait déjà, quels sont nos besoins, de quels bâtiments nous disposons, comment sont-ils isolés, donc il faut faire un petit audit. Soit voilà, en demandant à des gens de mon équipe de venir, soit en remplissant le petit autodiagnostic qui est à la fin. Il faut cocher les cases, voilà. Voilà, sur les différents bâtiments ou paroisses ou clochers, tout ce que vous voulez. Après, on peut regarder très rapidement, par rapport à l'environnement, justement, et notre impact paroissial sur l'environnement, sur un an par exemple, tout le gros poste de la dépense énergétique. Hein. Le chauffage, l'électricité, hein, ça fait partie des grandes consommations d'aujourd'hui. Bon, charbon, si jamais il y a des gens aujourd'hui. Le chauffage, alors, il y a des choses tout à fait simples, hein, mais pour renforcer l'isolation des bâtiments, quand il fait froid l'hiver par exemple, hein, eh bien, il faut penser à fermer les volets. Ça paraît tout bête, mais c'est des trucs très, très simples. C'est une couche d'isolation, parce que même si on a un triple-vitrage, c'est pas aussi bon qu'un mur, quoi, isolé. Donc, l'hiver, on peut fermer les volets. Des salles paroissiales, par exemple, l'air de rien. Hein. Quand on aère, on ferme aussi les radiateurs. Bon. Un conseil très simple, mais pas du tout coûteux, c'est d'installer, même dans nos églises, un thermomètre par salle. Thermomètre à hauteur humaine, quoi. Un thermomètre parce que on est habitué à un grand confort, donc on se dit dans nos églises, il faudrait avoir comme chez nous plus de 19 degrés. Avec un manteau l'hiver, il ne faut peut-être pas pousser non plus. Hein. Je veux dire, entre 13 et 15, avec un bon manteau quand même. Hein. Et quand l'église est grande, elle arrive à être chauffée, il ne faut pas non plus. Voilà. Vous savez qu'un degré de plus, bah, ce sont des milliers de litres de gaz. Enfin, c'est quand même considérable l'impact que ça peut avoir aussi. Hein. Et il faut se méfier des appréciations subjectives de température. Hein. Parce que ça varie dans la journée, ça varie dans une heure, donc on dit on a chaud, on a froid, oui, mais attendez, vérifions objectivement quelle température il fait vraiment. Ça peut permettre de faire pas mal d'économies. Ouais. Contrairement aux idées reçues, c'est comme des fake news, contrairement aux idées reçues, dans une salle paroissiale par exemple qui est peu utilisée, c'est pas bien de couper totalement le chauffage, il faut le mettre hors gel. Hein, parce que dans une réunion, si on veut rentrer par exemple et avoir très vite chaud, mais à fond les radiateurs, c'est complètement idiot. Parce que d'abord, on aura chaud au bout d'une heure, peut-être 2 heures seulement, hein, et ça a une surconsommation pour rien. Alors que si on laisse un minimum, eh bien, juste avant de commencer, on met un peu plus, mais la température est déjà suffisante pour consommer moins ensuite. Hein. C'est bien thermique, tout ce que vous voulez. Et sur un an, on consomme beaucoup moins en faisant comme ça. Côté électricité, alors c'est pareil. Là aussi, je pense qu'il faut aussi se responsabiliser. Hein. Éteindre bien sûr les lampes quand on s'en va, hein, mais aussi couper les appareils électroniques la nuit. Parce qu'en position veille, ça consomme. Même en position veille, vous consommez 5 watts, c'est pas beaucoup 5 watts, oui, mais enfin pendant 12 heures ou plus, ça commence à faire. Hein. Les ordinateurs, la Wi-Fi, tout ça, ça consomme d'électricité même quand apparemment ça ne marche pas. Hein. Donc on coupe tout ça. On coupe ça la nuit, en plus on enlève les ondes, c'est très bien, les ondes courtes. Voilà. Et par exemple pour une télévision, quand on est un consommateur raisonné de la télévision, hein, si on arrête la télévision la nuit, plutôt que de la laisser purement sur veille, on peut économiser jusqu'à 30% d'électricité sur un an. C'est pas négligeable, hein, c'est des petits chiffres, mais bon, voilà. Hein. Les types d'ampoules à changer, bon ça tout le monde le sait, puis il y a toute une campagne pour changer les ampoules. En sachant bien sûr de faire attention un petit peu aux types d'ampoules qu'on achète, parce que parfois les basses conso de mauvaise qualité, elles ne durent pas, donc avoir raison. Voilà. Comme elles coûtent plus cher, à la sortie on est content. Bon, réglez vos chauffe-eau pour l'eau sur 55 ou 60 degrés et non pas sur 70. Souvent les gens qui passent les installer mettent à fond, mettent 70 le maximum si vous voulez. En général on se brûle quand on ouvre le robinet, c'est pas
Et puis on n'a pas besoin d'avoir forcément de l'eau aussi chaude non plus. Hein. Voilà. Après, petit conseil pour les frigos, voilà, il ne faut pas non plus coller votre frigo dans un endroit, bien sûr, où il n'aura pas d'échange thermique suffisant, il va surconsommer. Alors que si vous laissez un certain espace dédié au frigo, par exemple pour que l'air circule, il y aura moins de consommation d'énergie. C'est tout bête, mais sur un an, ça compte. Bon, puisque c'est un domaine public, la paroisse, c'est bien de temps en temps de mettre des petits étiquetages sur les salles, pensez à étage, je ne sais pas quoi, pour voilà, informer les gens en permanence. Je crois que c'est toujours bon. Après, dans les grandes dépenses et ayant des grands impacts environnementaux, hein, il y a les déplacements. Alors peut-être qu'en ville, on peut venir à pied ou en vélo, c'est plus facile, à la campagne, c'est un peu plus difficile. On peut imaginer, pourquoi pas, un peu de covoiturage, je ne sais pas. Hein. Peut-être des choses qui sont imaginables, peut-être moins ici à la Croix-Rousse, il faudrait voir, hein, côté déplacement. L'avantage aussi d'ailleurs, c'est que ça permet voilà, d'être un peu moins solitaire dans sa voiture. On peut prendre quelqu'un, on peut s'occuper de personnes plus âgées, enfin ça peut être tout à fait bénéfique même au niveau humain. Bon. Voilà. Ensuite, il y a, comme autre poste sur un an, les consommables. Les consommables, c'est-à-dire ce qu'on va consommer, le papier, l'eau par exemple, dans un an, hein, la lessive, etc. Là encore, il y a beaucoup de choses à dire, il faudrait dire le Vadémécom. Changer, quand c'est possible, tous les systèmes de chasse d'eau, pour qu'il y ait un double flux, vous savez. Ça fait beaucoup d'économies sur un an, ça. Hein, plutôt que voilà, ça peut faire plus de 100 mètres cubes d'eau économisés par an, pour une famille. Bon. Exactement, voilà, selon les besoins et selon ce qu'on a éliminé, voilà. Hein. Donc, voilà, au pire, alors j'ai mis ça comme ça, c'est un peu drôle, quand on ne peut pas, on met une brique dans le réservoir d'eau, comme ça il y a moins d'eau à remplir à chaque fois. Moi, ça me pose d'autres problèmes, je ne sais pas trop. Consommation d'eau, mais bon, ensuite, parce que c'est des lieux publics, on est moins attentif hein, aux fuites, pour repérer les fuites éventuelles. On perd beaucoup de litres d'eau, des mètres cubes d'eau qui se perdent parfois par une petite fuite. Bon, ça va, ça peut abîmer ensuite des sols, mais bon, attention à ça. Consommation de papier, alors bon, on peut faire attention, ne serait-ce que donner une deuxième vie au papier, comme moi j'ai fait ici pour un petit topo aussi. C'est du truc recyclé, il y a un recto qui a été consommé, je fais le verso maintenant, avant de jeter ma feuille. Hein. Bon. L'origine aussi du papier, il faudrait éco-gérer par exemple, etc. Alors faites attention aussi à des fake news, on dit par exemple, vaut mieux envoyer des mails. Un mail un petit peu lourd, ça consomme 50 watts. Parce que c'est stocké le bout de la planète, et refroidi, etc. Enfin bref, à la sortie, le mail, méfions-nous quand même, ça a aussi un impact environnemental. Quoi. Donc, voilà. On peut consommer raisonnablement du papier dans la mesure où, si ce papier est issu de forêts éco-gérées, c'est recyclable, il n'y a pas de problème. On peut vous les jeter dans le bon truc recyclable, là. Et puis, voilà, c'est pas non plus, il faut pas... moi, je ne suis pas du tout dans la politique du zéro déchet, ça ne veut rien dire, parce que en biologie, heureusement qu'il y a des déchets, heureusement que la vache fait des bouches de vache. Hein. C'est un déchet, mais recyclable. C'est la seule différence. Zéro déchet, ça ne veut rien dire en soi. Il faut que la matière et l'énergie circulent, mais de façon recyclable. Alors, voilà. Hein. Alors, est-ce que je l'ai dit ça, je l'ai dit, je crois pas. Si, pour les déchets, non. En 3 ans. Non. Je le rajouterai dans la prochaine édition, si j'ai oublié. Merci. Lessive. Alors la lessive, c'est un gros polluant la lessive, hein, avec les phosphates, avec tout ce qu'ils rajoutent aujourd'hui pour... veiller à utiliser qu'une dose minimale aussi, et puis une lessive avec un écolabel, c'est mieux, parce que justement elle est mieux faite, mieux composée. On propose aujourd'hui plein de produits faciles à faire et qui marchent très bien, avec du savon de Marseille, hein, avec un petit peu de cristaux dessous, tout ça. Des très bonnes lessives qui ont des impacts environnementaux. Bon. Vous savez qu'on jette tout ça, ça part dans les égouts, c'est recyclé, retraité en partie, mais aujourd'hui, nos usines de retraitement des déchets peinent de plus en plus à recycler. Des choses qui se recyclent de moins en moins. Hein. Il y a des bouts toxiques, on ne sait plus quoi en faire. Bon, voilà. Et puis il y a toute une partie aussi de perturbateurs endocriniens qui ne sont pas recyclés et qu'on va boire d'une façon ou d'une autre ensuite. Puisqu'à Lyon, on puise la moitié de notre eau consommée à Lyon eh bien, vient d'une eau superficielle qui est pleine de perturbateurs endocriniens. Ce qui n'est pas sans problème. Pour la santé et pour nous-mêmes et celle des animaux. Alors, après, eau consommable, bien sûr, côté alimentaire, et pour une paroisse, hein, privilégier les produits locaux, c'est clair, hein, voilà, les fruits et légumes de saison. Hein, pourquoi faire venir, comment ça s'appelle, ces mangues, par exemple, par avion de l'autre bout de la planète. L'impact environnemental pour avoir une mangue bonne, c'est quand même du luxe tout ça quand on y pense. Hein, mais bon, voilà. Et
produits équitables pour le café, pour que les producteurs soient bien payés quand même, etc. Il paraît, je n'ai pas vérifié, qu'il existe du vin bio pour la messe et des hosties bio. Il faut voir. Alors, bon, après, on peut au moins acheter français pour cette affaire-là. C'est pas l'acheter français. Bon. Alors, il faudra rajouter les encres, comme vous avez dit, effectivement, pour les imprimantes. Côté déchets, alors c'est des trucs très simples. Hein. Le tri sélectif, donc il faut trouver assez de poubelles un peu partout, bien sûr. Pour les piles aussi, bien sûr, usagées, les cartons. Il y a des bacs verts aussi, qu'on peut demander à la mairie, enfin verts, je ne sais pas, les couleurs ça dans le quartier, ça c'est pas trop difficile. Les éco-cups c'est très bien, ça se relave, on revient à des choses anciennes, on lavait la vaisselle autrefois. Hein. Bon. Le carton c'est recyclable, le plastique c'est un peu difficile, voilà. Donc si on le jette, évidemment, soit ça va être brûlé, soit ça va se retrouver dans les océans, je ne sais pas. Après, j'ai tout fini pour ce parcours sur un an. Côté biodiversité, qu'est-ce qu'on peut faire en un an? Pas grand-chose, si ce n'est peut-être, en reprenant le conseil de François d'Assise, de ne pas vouloir forcément avoir un jardin nickel, c'est-à-dire gazon toujours calimétré, etc., de laisser un petit espace sauvage dans un jardin qu'on va par exemple faucher qu'une fois par an. Ça permet la biodiversité. Les insectes vont s'installer, les petites musaraignes, etc. Que si vous tenez votre gazon hyper propre, comme ça, là, votre green, ben, en fait, favorisez, au contraire, vous abîmez la biodiversité. C'est pas négligeable en ville. Avec des oiseaux viennent, etc. Il faut qu'ils trouvent des insectes. Et pour qu'il y ait des insectes, il faut aussi des petits côtés un peu sauvages. Je ne sais pas, pourquoi pas, hein, voilà. Intéressant. Après, je parle de communication pour communiquer là-dessus, pour montrer par exemple que ça a un impact. Alors après, on peut chiffrer avec des logiciels sur Internet les économies qu'on a fait et l'empreinte carbone. C'est un peu compliqué, mais ça peut se chiffrer sur un an. Hein. Sans oublier cette dimension spirituelle aussi qu'on peut faire chaque année. Si tout va bien, je passe à 3 ans. On passe aux questions. Alors 3 ans, donc on reprend un peu les mêmes postes, mais là, avant de refaire un audit par exemple, plus complet, pourquoi pas, alors je sais bien qu'on a du mal parfois à trouver des bénévoles, hein, mais monter une équipe ou trouver une personne au moins qui ait ce souci-là. Hein. Bien intégré à l'ensemble, je m'entends, hein, parce qu'après, bon, je ne veux pas non plus que on tire la couverture à soi pour toujours, mais soit intégré à l'ensemble de la pastorale. Une petite équipe, en fait, qui a un peu ce souci-là, hein, et pas seulement de dire et de faire, comme dit l'autre. Hein. Et puis de voir ensuite quelle association on peut contacter, justement. Je pense que c'est une bonne image aussi de l'Église, de savoir frapper à la porte d'autres associations. Alors par le biais, par exemple, en Siena, on a toute une liste considérable d'associations de quartiers qui peuvent nous aider sur tel ou tel point précis, de venir parler des composteurs, etc. Après, c'est plus ambitieux, donc sur 3 ans. Côté énergétique, alors là, évidemment, hein, c'est là qu'on peut entreprendre des travaux d'isolation, changement de chaudière, etc., isoler les combles, mettre des robinets thermostatiques, bon, etc. Pareil pour l'église, il faut voir ça avec la mairie, ce qu'elle veut bien faire quand ça lui appartient. Hein. Installer un sas d'entrée aussi à la mairie, ça évite l'entrée du chaud ou la sortie du froid, comme vous voulez. Enfin bon. Pourquoi pas aussi, d'ailleurs, dans nos églises, isoler les vitraux. Hein, en Suisse et au Canada, ils ont 20 ans d'avance sur nous d'ailleurs, ils ont isolé les vitraux. Il y a beaucoup de déperditions qui se fait par les vitraux. Donc une plaque de plastique transparent, par exemple, hein, c'est un bon isolant, parce qu'il y a beaucoup d'échanges thermiques qui sont au niveau des vitraux. Voilà, hein, pas de carbonate. Pour l'eau chaude, bon, l'eau chaude, pour chauffer, demande beaucoup d'énergie. Il y a aujourd'hui des chauffe-eau solaires qui marchent très bien sous les toits. Il n'y a pas une phase électrique, donc c'est directement des petits filaments qui chauffent comme ça, puis ensuite il y a un échangeur. Ça marche très bien. Hein. À condition d'avoir un toit, pas trop mal exposé, donc pas au nord, si possible. Bon. Ça permet de faire des grandes économies d'énergie. Bon, voilà. Et puis d'isoler les conduits d'eau chaude, et puis l'éclairage, je dirais un tout petit peu quand on fait des grands travaux de changement d'ampoule de toute l'église. Bon. Pour les consommateurs, c'est pareil. On peut être plus ambitieux, par exemple, pour récupérer l'eau du puits du jardin, en faisant une petite dérivation de l'eau du toit. Hein, voilà. Les produits d'entretien dont j'en ai parlé. Un petit composteur, du compost, hein, ou un lombricomposteur, même en appartement, ça existe, j'en ai vu d'ailleurs, hein, ce petit benne noir comme ça, où on met, il y a des lombrics au fond, c'est pas dégoûtant, hein, c'est pas des verres blancs, c'est des verres roses, hein, et ça marche très très bien, donc on met ces déchets recyclables, évidemment les épluchures de légumes, tout ça, et en quelques semaines en fait, ça ne sera pas du tout mauvais, et bien ça c'est recyclé, ça fait du terreau qu'on peut utiliser pour ces géraniums.
Mais une pénurie mondiale de terreau, oui, c'est intéressant, etc. Bon, biodiversité, alors là, c'est la réforme, le projet de refaire le jardin de Saint-Augustin est tout à fait intéressant et vous implique aussi là-dedans. Pourquoi pas un potager, hein, justement, pour tirer des fruits de la terre. Alors quand on est citadin, c'est assez important, cette histoire de potager, parce que même s'il est petit en surface, hein, ça redonne le goût de la terre, tout simplement. Et ça rend réaliste ces affaires-là, parce que l'un des gros problèmes, comme dit Dominique Bourg, qui est un philosophe que je connais bien, qui a été très longtemps avec Nicolas Hulot, hein, c'est la difficulté de nous, en fait, qui sommes pour la plupart des citadins, hein, c'est un contact avec la terre. Et les jeunes générations, parfois, ont un contact avec la nature qui est très artificiel, hein, ou médiatisé par les écrans, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ne comprennent plus. D'où vient la terre, d'où viennent les légumes, comment ça pousse, c'est tout bête. Hein. Mais bon, un petit jardin potager, je pense que c'est très pédagogique, surtout pour les citadins, de se rappeler que quand on mange, il y a des gens qui ont cultivé le sol, hein, avec certaines difficultés, quand il fait trop chaud, quand c'est la sécheresse, et puis voilà, ainsi de suite. Là, on a subi, pour deuxième année, 2 grandes sécheresses en France et dans la région en particulier. En ville, on peut ne pas le voir et s'en rendre compte, mais ça a un impact. Beaucoup d'arbres ont souffert aujourd'hui, enfin ça fait 2 ans d'ailleurs, même s'il pleut maintenant, ils ont beaucoup souffert. Hein. Il y a aussi, par exemple, des choses inattendues, comme dans la région du Beaujolais, il y a 200 maisons qui sont fissurées aujourd'hui, suite à la sécheresse qu'on a connue depuis mai-juin dernier jusqu'à fin octobre, où il a commencé enfin à pleuvoir. Hein. Donc c'est pas... Voilà. La Terre, c'est ça, c'est le contact avec la réalité, quoi, et pas seulement les médias et l'écran. Hein. Côté biodiversité aussi, je signale, les chauves-souris et les oiseaux aiment bien les choses en hauteur, donc forcément les clochers. Et dans nos clochers, il y a parfois des chauves-souris ou des oiseaux qui nichent. C'est important de demander à la Ligue de protection des oiseaux ou à l'association Anthropologia de venir voir s'il n'y a pas quelque chose. Hein. Avant tout barricader, il faut voir s'il n'y a pas... des chauves-souris, par exemple, ou un nichoir à faucon pèlerin. Alors ça, c'est ce qu'on a fait il y a 2 ans. En collaboration avec la LPO, on a mis un nichoir à faucon pèlerin à Vèze, sur le clocher de l'Annonciation. Toute une équipée, enfin, ouais. Mais on s'en est sorti pour un prix modique, mais ça a pris 2 ans de concertation, etc. Mais il est là-haut, et on a vu le jour un couple, les femelles s'installer, peut-être, on espère. Donc, il y aura peut-être des petits un jour, hein, grâce à nous. Le faucon pèlerin est en redisparition. Donc, ça paraît idiot, mais vous voyez, hein, ça peut aussi. Il ne faut pas oublier cette perspective-là. Pour les oiseaux, par exemple, sans parler des chauves-souris, en France, actuellement, sur 20 ans, il y a 6 fois moins d'oiseaux, toutes espèces confondues. Je ne sais pas si on se rend compte. Ça dépend des espèces. Hein. 6 fois moins d'oiseaux en France, en 20 ans. Je ne sais pas si on voit le désastre que ça représente. On s'en fout des oiseaux? Non, je ne crois pas. Parce que c'est des créatures merveilleuses en soi. Hein. Et je ne vois pas pourquoi. Et c'est quand même lié à nous. C'est lié aux pesticides, néoglutinoïdes par exemple, qu'on a utilisé, qui tuent les insectes. Donc tous les oiseaux qui mangent des insectes volants, il y en a moins. Ils n'ont pas de queue de ralenti, ils disparaissent tout simplement, hein, ou ils vont ailleurs. Donc c'est pas rien tout ça. Ça a des impacts aussi sur la vie tout court sur Terre et même dans notre pays. Il n'y a pas que les éléphants qui disparaissent, il n'y a pas que l'ours polaire, il y a aussi nos oiseaux en France, actuellement. Donc c'est une urgence. Bon, communication, spiritualité, encore des choses à dire, voilà, tout ça. Et puis après, si vous voulez continuer l'aventure, c'est bien, si vous commencez, de communiquer un peu ce que vous faites aux délégués, c'est-à-dire à moi, pour l'instant, ça semble peut-être quelqu'un d'autre, mais de communiquer vos données, parce que moi, parfois, je ne sais pas ce que les gens font. Alors, quand un journaliste me demande, qu'est-ce qu'on fait à Lyon? Écoutez, je crois qu'il y a 4 ou 5 paroisses qui ont un groupe de lecture à Lyon aussi. C'est des gens qui viennent comme ça, mais des fois, je ne sais pas du tout quoi répondre. Au moins, sur un an, de me dire un peu ce que vous faites, vous êtes vous en êtes. Toujours intéressant. Et ça permet aussi, je crois, au niveau local, de se remettre en cause chaque année. En disant, tiens, un petit compte-rendu aux délégués. Hein. Il n'y a pas de note, je ne donne pas une note à la fin de l'année. Hein. Mais ça permet de dire, tiens, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire, voilà. Est-ce qu'on ne s'est pas un peu endormi sur nos lauriers? Je trouve que ce reporting, comme on dit aujourd'hui, est assez intéressant de ce côté-là. Voilà. Alors, comme disait votre curé, le Père Laurent, au niveau national, il y a eu donc le lancement d'un écolabel paroisse verte, qui s'est fait au même moment que ça. Donc ça m'a un peu vexé. Bon, voilà. Mais, bon, c'était QVD, tout ça, mais j'étais un peu vexé parce que je n'ai pas été consulté, donc voilà, c'est mon amour propre de la plein coup.
Et surtout parce que ce que propose le label vert, là, qui est écuménique, c'est très compliqué. Donc il y a un audit très complet, il y a 92 questions. Voilà. Il y a pas mal de petits défauts. Hein. Je le dis tout de suite, puisqu'on a discuté avec les uns et les autres. Par exemple, on arrive au dernier niveau, pratiquement l'avant-dernier, sans s'occuper des bâtiments. Alors pour moi, une paroisse, quand même, aussi, via les bâtiments, a un impact environnemental important. Donc là, ils ont mal fait leur coup. Hein. Et puis surtout parce que le label, la labellisation plutôt, est en perte de vitesse, comme impact pédagogique. Il y a 20 ans, les labels, ça marchait bien. L'écolabel, les filières bleu, blanc, cœur pour la viande, tout ça, c'est des choses qui marchaient bien. Aujourd'hui, il y a tellement de labels qu'on s'y perd. Donc un label de plus, je ne suis pas sûr que ce soit si pédagogique que ça. Bon, c'est à discuter. Mais j'ai quand même dans notre édition, fait référence quand même au label par Église verte pour montrer mon esprit d'ouverture. Voilà. Alors, il y a aussi dans ce petit fascicule qui est tout petit, hein, quelques références de livres. Donc évidemment, la Bible, si je puis dire, après l'autre Bible, qui est l'encyclique du pape. Sur ma propre paroisse, mais parce que parfois c'est le coordonné qui est le plus mal chaussé. Cette année, on va enfin faire un petit groupe de lecture pour qu'on lise un chapitre par groupe, par rencontre de l'audace aussi, pour creuser, réfléchir ensemble. C'est très profond, c'est excessivement riche. Donc une première lecture ne suffit pas. Il y a énormément de choses à puiser pour notre vie chrétienne, enfin vraiment, c'est une ligne très intéressante. Puis j'ai marqué d'autres choses, des petits livres que la Cato a publiés avec quelques productions de votre serviteur, et puis des films aussi, voilà, assez intéressants, des contacts, hein, chrétiens ou non d'ailleurs, c'est des choses vraiment intéressantes qui se vivent. Je vois de temps en temps des associations comme Anciella qui viennent me voir aussi pour parler de telle ou telle chose, bon, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Bon, alors que ce sont des choses tout à fait laïques, mais comme quoi c'est une bonne façon d'entrer en dialogue avec le monde. Hein. Parce qu'on peut s'opposer très vite, on le savait très bien, avec le monde, mais on peut aussi, sur certains points, collaborer. Hein. Et je trouve que c'est une bonne perspective aujourd'hui, parce qu'on est tous responsables, chrétiens ou pas, de ce qui se passe sur la planète, et que si on reprend dans une perspective chrétienne, avec l'esprit du Christ, cette urgence écologique, environnementale, par exemple, humaine aujourd'hui, je crois qu'on donne une très bonne image de notre foi, et ça nous permet nous-mêmes de mieux connaître les gens, de discuter avec eux, parce que je ne vois pas comment on peut évangéliser si on ne connaît pas les gens. Or, il y a dans le monde, dans la mouvance, la galaxie, la nébuleuse écologique, des gens passionnants, farfelus parfois, mais ça c'est vrai, mais absolument passionnants. Ça va de José Bové à tant d'autres, bon, à des véganes, etc. Bon. Mais n'empêche que c'est des gens de bonne volonté qui ont envie de faire une nouvelle civilisation. Est-ce qu'il faut, comme dit Jésus, éteindre la mèche qui fume, hein, ou est-ce qu'il faut au contraire voir comment nous on peut participer aussi à cet éveil aussi spirituel quelque part, hein, voilà, certainement évangéliser, mais montrer qu'il y a un grand mouvement. Hein, alors, évidemment, le néolibéralisme, la publicité, les médias, tout ça, ils vous masquent un peu tout ça, avec une sorte de sinistrose magistrale, en disant de toute façon, par exemple, si on suit ces farfelus d'écolos, il n'y aura plus d'emplois, ce sera une catastrophe. Moyennant quoi, les mêmes personnes, qui n'ont rien à foutre avec un grand cynisme, vous font consommer de plus en plus de machines pour se passer des emplois. Chercher la contradiction, hein. Mais pour eux, c'est les écolos qui seraient responsables du chômage, pour avoir le système. Quoi qu'il en soit, sans cette critique du système, on ne s'en sortira pas. Mais alors, comment nous, chrétiens, on peut participer à l'émergence d'un monde nouveau? Telle est la question.